Imaginez ceci, deux gamins des rues, nés dans la misère de l'après-guerre, qui défient toutes les probabilités pour devenir des icônes absolues du cinéma mondial. L'un incarne l'élégance brute et l'espion le plus célèbre de l'histoire, l'autre captive avec son charisme irrésistible et ses rôles inoubliables. Mais ce que vous ignorez, c'est que derrière les projecteurs, se cachait une amitié indéfectible, forgée dans le feu des épreuves, des secrets partagés et des combats contre un système impitoyable. Aujourd'hui, à 91 ans, Sir Michael Caine brise enfin le silence sur son frère d'armes, Sean Connery, révélant les vérités cachées, les rumeurs explosives et les moments intimes qui ont défini l'une des plus grandes bromances d'Hollywood. Accrochez-vous, car cette histoire va vous plonger au cœur de deux vies extraordinaires, pleines de triomphes, de tragédies et de leçons qui pourraient bien changer votre vision des stars. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez pourquoi leur lien a survécu à tout, même à la mort elle-même. Michael Caine et Sean Connery, deux noms qui résonnent comme des légendes vivantes, deux figures qui ont non seulement redéfini le cinéma, mais qui ont aussi incarné l'essence même de la persévérance humaine. Issus de milieux humbles, marqués par la pauvreté et les hardships de la vie, ils sont devenus des stars planétaires, des symboles de succès contre vent et marée. Et au-delà de leur carrière fulgurante, c'est leur amitié profonde, loyale et inébranlable qui les unit pour l'éternité, un lien qui a duré plus d'un demi-siècle, traversant les hauts et les bas d'une industrie souvent cruelle. Le grand public les associe immédiatement à leur collaboration iconique dans The Man Who Would Be King, ce chef-d'œuvre de 1975 où leur alchimie à l'écran était si palpable qu'elle illuminait chaque scène. Dans ce film, ils incarnaient deux aventuriers audacieux, en quête de fortune et de gloire dans les contrées sauvages de l'Afghanistan du XIXe siècle, inspirés par la nouvelle de Rudyard Kipling. Leur performance était non seulement intemporelle, mais elle reflétait une connexion réelle, bâtie sur une confiance mutuelle inébranlable, une loyauté à toute épreuve et des expériences partagées qui allaient bien au-delà des caméras et des scripts. Mais aujourd'hui, alors que Michael Caine, à l'âge vénérable de 91 ans, décide de lever le voile avec une sincérité rare et touchante, nous plongeons dans les coulisses de cette amitié légendaire. Il nous révèle les vérités parfois douloureuses, les combats intimes et les rumeurs persistantes qui ont entouré Sean Connery pendant des décennies entières. Comment ces deux garçons de la classe ouvrière ont-ils conquis le monde? Quelles épreuves ont-ils affrontées ensemble? Et pourquoi leur lien reste-t-il un modèle d'authenticité dans un Hollywood souvent superficiel? Préparez-vous à une plongée approfondie dans leur vie, car cette histoire n'est pas seulement celle de deux stars, c'est celle de deux hommes qui ont défié le destin. Bien avant que les lumières des projecteurs ne s'allument, bien avant que les trophées et les acclamations ne pleuvent, Michael Caine et Sean Connery n'étaient que deux jeunes garçons ordinaires, façonnés par les réalités impitoyables de la Grande-Bretagne d'après la Seconde Guerre mondiale. Une époque marquée par les rations alimentaires, les bombardements encore frais dans les mémoires, et une économie en ruine qui offrait peu d'opportunités aux classes populaires. Leurs enfances respectives étaient des miroirs l'un de l'autre, des luttes quotidiennes pour survivre, une résilience forgée dans l'adversité, et une détermination farouche à s'élever au-dessus des circonstances qui semblaient les condamner à une vie de labeur anonyme. Prenons d'abord Michael Caine, né sous le nom de Maurice Joseph Micklewhite le 14 mars 1933, dans le quartier ouvrier de Roderith, au sud de Londres. Ce quartier, bordé par la Tamise et imprégné de l'odeur des docks et des marchés, était un bastion de la classe ouvrière, où la survie passait avant les rêves. Son père, Maurice Sir, travaillait comme porteur au célèbre marché aux poissons de Billingsgate, se levant chaque jour avant l'aube pour transporter des caisses lourdes de poissons frais, contribuant ainsi à nourrir la capitale affamée. C'était un travail éreintant, mal payé, qui laissait peu de place au repos ou au loisir. Sa mère, Hélène Maria Burchell, n'était pas en reste, elle cumulait les emplois de femme de ménage, récurant les soldes des maisons bourgeoises, lavant le linge et cuisinant pour des familles plus aisées, tout en gérant le foyer avec une efficacité remarquable. La famille Micklewhite vivait dans un appartement minuscule de 2 pièces, sans salle de bain ni commodité moderne, un espace exigu où l'intimité était un luxe inconnu. Michael, son jeune frère Stanley et leurs parents partageaient cet environnement confiné, et la future star passait souvent ses nuits à dormir sur un vieux canapé défoncé dans le salon, entouré des bruits de la vie quotidienne. Mais les difficultés ne s'arrêtaient pas là. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Michael n'avait que 6 ans. Comme des milliers d'enfants londoniens, il fut évacué pendant le Blitz, ces bombardements intenses de la Luftwaffe qui semaient la terreur sur la ville. Envoyé dans la campagne du Norfolk pour sa sécurité, il endura non seulement la séparation déchirante d'avec sa famille, mais aussi une solitude écrasante, loin de tout ce qu'il connaissait. Ces mois d'exil l'ont marqué profondément, lui apprenant dès le plus jeune âge la valeur de la famille et la fragilité de la vie. À son retour à Londres, une ville encore en ruine avec des cratères de bombes et des rationnements persistants, Michael quitta l'école à l'âge tendre de 16 ans pour contribuer financièrement au foyer. Il enchaîna les petits boulots ingrats, laver la vaisselle dans des restaurants bondés, porter des charges lourdes sur les marchés, livrer des messages à vélo à travers les rues encombrées de la capitale. Chaque penny gagné était précieux,
mais Michael gardait un œil sur son vrai rêve, devenir acteur. Le soir, après des journées épuisantes, il se plongeait dans des livres de théâtre, lisait des pièces de Shakespeare ou d'autres classiques, et répétait des monologues devant un miroir craquelé, imaginant un jour fouler les planches des grands théâtres londoniens. C'était une passion secrète, nourrie par une détermination silencieuse, qui le distinguait déjà des autres jeunes de son quartier. De l'autre côté de la frontière, en Écosse, Thomas Sean Connery naquit le 25 août 1930 dans le quartier de Fountainbridge à Édimbourg, un lieu surnommé localement la rue aux mille odeurs en raison des brasseries avoisinantes et des usines de caoutchouc qui imprégnaient l'air d'effluves acres et persistants. Sa famille était tout aussi modeste. Son père, Joseph Connery, alternait entre des emplois d'ouvrier d'usine et de chauffeur de camion, des métiers physiques qui usaient le corps et l'esprit. Sa mère, Euphemia et fille Mseba Mseline, complétait les revenus en faisant des ménages pour les familles plus fortunées, frottant et nettoyant sans relâche pour joindre les deux bouts. La pauvreté était si aiguë que le nouveau-né Sean fut installé dans un simple tiroir de commode en guise de berceau, un symbole poignant de leur dénuement. Dès l'âge de 9 ans, Sean contribua à la survie familiale en livrant du lait pour la coopérative Saint-Cuthbert avant même d'aller à l'école, se levant aux aurores pour pousser un chariot chargé à travers les rues pavées d'Édimbourg, sous la pluie ou le froid mordant. À 13 ans seulement, il quitta définitivement l'école pour travailler à temps plein, occupant une série de postes variés et souvent ingrats, assistant boucher dans une boucherie locale, où il apprit à manier les couteaux et à découper la viande avec précision, maître nageur au bain public de Portobello, surveillant les nageurs et enseignant les bases de la natation, et même polisseur de cercueils pour un entrepreneur de pompes funèbres, un job qui le confrontait quotidiennement à la mortalité et à la précarité de l'existence. Pendant ses rares moments de loisir, Sean se tourna vers le culturisme pour canaliser son énergie et renforcer son corps, une discipline qui lui offrit non seulement une échappatoire, mais aussi une confiance en soi grandissante. À 18 ans, il s'engagea dans la Royal Navy, espérant une vie d'aventure et de stabilité, mais il fut réformé à 19 ans en raison d'ulcères à l'estomac, un mal héréditaire qui le renvoya à la case départ. De retour à Édimbourg, il intensifia son entraînement au culturisme, participant finalement au prestigieux concours Monsieur Univers en 1953. Là, avec sa carrure imposante et son allure charismatique, il attira l'attention non seulement des juges, mais aussi de scouts potentiels du monde du spectacle. Ce n'était pas seulement sa physique qui impressionnait. C'était son charisme naturel, cette présence magnétique qui semblait promettre des horizons plus vastes. Ces expériences formatrices, pour les deux hommes, étaient des écoles de la vie bien plus dures que n'importe quelle académie d'art dramatique. Elles leur apprirent la valeur du travail acharné, la nécessité de la persévérance et l'importance de saisir chaque opportunité, aussi infime soit-elle. C'est cette base commune qui, plus tard, cimenterait leur amitié, un respect mutuel né de luttes similaires, dans des villes différentes mais avec des défis identiques. Les débuts de Ken et Connery dans le monde impitoyable du spectacle furent le résultat d'une combinaison parfaite entre une volonté de faire et des hasards bien saisis, ces moments pivots où la chance rencontre la préparation. Pour Connery, tout commença en 1951 lorsqu'il chercha un revenu supplémentaire pour subvenir à ses besoins. Il décrocha un emploi modeste dans les coulisses du King's Theatre d'Édimbourg, un lieu vibrant où les spectacles musicaux et les pièces de théâtre attiraient les foules. C'est là, au milieu des décors poussiéreux et des répétitions chaotiques, qu'il entendit parler d'auditions pour les chœurs de la comédie musicale South Pacific. Sans formation formelle en acting, mais armé d'une confiance acquise sur les rings de culturisme et dans les rues d'Édimbourg, il auditionna et obtint un petit rôle, une entrée discrète dans le monde du théâtre. Lorsque la production fut transférée à Londres, cela ouvrit des portes inattendues, des rôles plus substantiels sur scène, des apparitions à la télévision naissante, et une exposition croissante qui le fit remarquer par des producteurs avisés. Pendant ce temps, Michael Ken vivait une trajectoire parallèle, bien que légèrement décalée dans le temps. Après avoir servi dans l'armée britannique pendant la guerre de Corée, une expérience traumatisante qui le confronta à la violence et à la perte, renforçant sa détermination à poursuivre une vie créative, il rejoignit une troupe de théâtre amateur à Horsham, dans le Sussex. C'est là qu'il changea son nom de Maurice Micklewhite en Michael Ken, inspiré, selon la légende, par une affiche du film The Ken Mutiny avec Humphrey Bogart, qu'il aperçut dans une vitrine. Ce nouveau nom, plus accrocheur et mémorable, marqua le début de sa transformation. Au fil des années 1950, il accumula des petits rôles à la télévision britannique et au cinéma, souvent non crédités, apprenant son métier sur le tas dans des productions modestes. Il joua dans des séries comme Dixon of Dock Green, ou des films mineurs, affinant son accent cockney et son timing comique, tout en luttant contre le rejet constant des auditions ratées. Ces années de galère étaient cruciales. Elles forgeaient leur caractère, leur apprenaient à naviguer dans une industrie où le talent seul ne suffisait pas, et où la persévérance était la clé du succès. Les moments décisifs arrivèrent à quelques années d'intervalle, propulsant chacun vers la stratosphère. Pour Connery,
Ce fut en 1962 avec le rôle de James Bond en Dr. No. Initialement écarté en raison de ses origines écossaises modestes et de son passé ouvrier, les producteurs cherchaient un gentleman anglais raffiné. Il conquit finalement tout le monde, y compris l'auteur Ian Fleming, grâce à son charisme brut, sa prestance physique et son accent distinctif qui devint iconique. Du jour au lendemain, il passa de l'anonymat à la célébrité mondiale, incarnant l'espion suave et dangereux qui définirait une franchise légendaire. Quelques années plus tard, en 1966, Ken explosa avec son rôle complexe et tourmenté d'Alfie Elkin dans Alfie, un séducteur londonien cynique et charismatique qui lui valut sa première nomination aux Oscars. Ce film, avec ses dialogues crus et son exploration de la masculinité, le propulsa parmi les grands acteurs britanniques, établissant sa réputation comme un talent polyvalent capable de drame comme de comédie. Ces triomphes individuels posaient les bases pour leur rencontre future, où leur alchimie transformerait un film en légende. C'est sous la chaleur écrasante du Maroc que leur amitié légendaire prit vraiment forme, lors du tournage de The Man Who Would Be King, en 1975, réalisé par le maître John Huston. Ce projet était un rêve de longue date pour Huston, qui avait envisagé d'adapter la nouvelle de Kipling dès les années 1950 avec des stars comme Clark Gable et Humphrey Bogart dans les rôles principaux de Daniel Dravo et Pishy Carnehan, ces deux sergents britanniques devenus aventuriers fous en quête de royauté dans un royaume lointain. Mais le temps, les décès prématurés et les aléas de l'industrie avaient enterré ce rêve pendant des décennies. Dans les années 1970, Huston, sentant peut-être que c'était sa dernière chance, se tourna vers deux des acteurs britanniques les plus en vue, Sean Connery et Michael Caine. Il percevait en eux non seulement un charisme naturel et une présence à l'écran irrésistible, mais aussi une profondeur authentique, forgée dans des luttes réelles de la vie ouvrière, une connexion qui infuserait de réalisme leur interprétation de ces personnages voyous et ambitieux. Le tournage, cependant, s'avéra être un véritable calvaire, bien plus ardu que quiconque ne l'avait anticipé. Les conditions au Maroc étaient implacables et imprévisibles, des températures diurnes dépassant souvent les 45 degrés Celsius, transformant le plateau en fournaise où la sueur coulait à flot et où l'hydratation devenait une obsession constante. Des tempêtes de sable surgissaient sans avertissement, balayant tout sur leur passage, recouvrant le matériel de poussière fine qui s'infiltrait partout, obligeant l'équipe à arrêter la production pendant des heures, voire des jours entiers, pour nettoyer et réparer. Les lieux de tournage, souvent reculés dans les montagnes de l'Atlas ou les déserts arides, isolaient le casting et l'équipe des commodités modernes, pas d'hôtels luxueux, pas de studios climatisés, juste des tentes rudimentaires et une logistique précaire qui testait les limites de chacun. À cela s'ajoutaient des pannes techniques récurrentes, caméras qui surchauffaient, pellicules endommagées par la poussière, et un équipement qui peinait à résister aux intempéries extrêmes. L'équipe devait improviser constamment, utilisant des ressources locales limitées pour bricoler des solutions, comme réparer des générateurs avec des pièces de fortune ou protéger les objectifs avec des tissus improvisés. Mais la plus grande complication venait de l'intérieur. John Huston, autrefois un géant du cinéma responsable de chefs-d'œuvre comme The African Queen, avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn, ou The Maltese Falcon, qui lança la carrière de Bogart, était devenu imprévisible avec l'âge. Ces années dans l'industrie l'avaient rendu plus irritable, moins patient, et parfois moins enclin à diriger ses acteurs avec la précision d'antan. Michael Caine se souvient encore avec une pointe d'amertume d'avoir approché Huston pour des éclaircissements sur la motivation de son personnage dans une scène cruciale, seulement pour se faire rembarrer sèchement. « Vous êtes bien payé, débrouillez-vous. » Ce n'était pas seulement décourageant. Cela laissait Caine et Connery, pourtant des vétérans chevronnés, livrés à eux-mêmes sur le plan créatif. Ils durent inventer des scènes entières de toutes pièces, s'appuyant sur leur instinct aiguisé, leur confiance mutuelle inébranlable et un sens partagé de l'humour british pour injecter de la vie dans le film. Cet humour, souvent noir et autodérisoire, les aidait à surmonter les frustrations quotidiennes, transformant les moments de tension en anecdotes partagées qui renforçaient leurs liens. Pourtant, au milieu de ces défis physiques et créatifs, la plus grande injustice, et celle qui les unit le plus profondément, vint d'un racisme flagrant au sein de l'équipe, dirigée contre leur costard Saed Jaffrey, qui incarnait le loyal Billy Fish. Jaffrey, un acteur indien respecté avec une carrière déjà solide au théâtre et au cinéma, subissait des insultes murmurées dans son dos, était exclu des rassemblements informels après les tournages, et affrontait une atmosphère générale de mépris et de condescendance de la part de certains membres de l'équipe occidentale. Cela n'était pas seulement blessant, c'était une trahison des valeurs d'égalité que le film lui-même cherchait à promouvoir, avec son thème d'ambition transcendant les cultures. Connery et Caine, élevés dans des milieux ouvriers où la discrimination sociale était une réalité quotidienne, que ce soit contre les accents régionaux, les origines modestes ou les classes inférieures, furent absolument scandalisés par ce comportement. Ils avaient eux-mêmes lutté toute leur vie pour gagner le respect et la reconnaissance, refusant de rester passifs face à l'humiliation d'un collègue. Au lieu de cela, ils prirent position avec une détermination farouche.
Ils affichèrent publiquement leur soutien à Jaffray lors des réunions de production, louant ouvertement sa performance nuancée et son professionnalisme, insistant sur son importance cruciale pour l'équilibre du film. En dehors du plateau, il veillait à ce qu'il soit inclus dans les moments sociaux, dîners improvisés sous les étoiles, parties de cartes dans les tentes, ou simples discussions autour d'un thé, créant un cercle protecteur autour de lui. À plus d'une reprise, Connery, avec sa stature imposante et son tempérament direct, intervint personnellement face aux membres de l'équipe qui dépassaient les bornes, leur faisant comprendre en termes clairs et non négociables que ce genre de comportement ne serait pas toléré sur le set. Ken, de son côté, utilisait son charme et son éloquence pour désamorcer les tensions, rappelant à tous que le succès du film dépendait de l'unité de l'équipe entière. Leur prise de position n'était pas un geste théâtral destiné à impressionner ou à faire les gros titres. C'était une réaction instinctive, ancrée dans une décence profonde et une solidarité ouvrière qu'ils portaient en eux depuis l'enfance. Des années plus tard, Ken décrirait ce tournage comme l'une des expériences les plus formatrices et enrichissantes de sa longue carrière. Ce n'était pas seulement à cause de l'art cinématographique ou du succès commercial retentissant de The Man Who Would Be King, qui fut acclamé par la critique et nominé pour plusieurs Oscars. Non, c'était à cause du lien humain forgé dans l'adversité, ces nuits interminables à discuter de la vie, à partager des histoires personnelles, à rire des absurdités du tournage. Sean m'a toujours soutenu, et moi je l'ai toujours soutenu, se rappelait Ken avec émotion. C'est cela qui comptait vraiment. Cet engagement commun envers l'équité, la loyauté et l'intégrité ne se limita pas au Maroc. Il devint le fondement d'une amitié qui perdurerait bien après que les caméras se soient éteintes, traversant les décennies avec une force inaltérable. Pour des millions de fans à travers le globe, Sean Connery était l'incarnation parfaite de James Bond, une icône de charme sophistiqué, de danger calculé et de style impeccable, avec son smoking ajusté, ses gadgets ingénieux et ses répliques ciselées. Mais derrière les portes closes de leur amitié intime, Michael Ken voyait un homme bien différent. Un ami épuisé, parfois brisé, par les attentes écrasantes et les chaînes invisibles imposées par ce rôle mythique. Dès leur première conversation privée, souvent autour d'un verre dans un pub discret de Londres ou lors de dîners chez l'un ou l'autre, Connery se confia ouvertement sur le revers de la médaille. Le rôle de 007, qu'il avait propulsé au sommet en 1962 avec Dr. No, était devenu une cage dorée, un piège luxueux qui l'étouffait progressivement. Lorsque You Only Live Twice fut tourné en 1967, le poids de cette renommée mondiale commençait déjà à l'écraser comme un étau. Ken se souvient encore avec une vivacité poignante de ces soirées où les rires et les anecdotes coulaient d'abord librement, évoquant leurs enfances similaires ou leurs premiers échecs au théâtre. Mais inévitablement, l'humeur de Connery virait au sombre, il devenait silencieux, fixant son verre de whisky avec un regard lointain, l'éclat de son esprit vif terni par un épuisement profond et cumulatif. « J'ai l'impression de ne plus être un homme. Je suis juste bon », lui confia-t-il un soir, la voix chargée d'une frustration contenue. Le public ne se contentait pas d'admirer Connery. Il exigeait qu'il incarne ce fantasme perpétuel, l'agent secret imperturbable, buveur de martini, Shaken, note-steered, séducteur irrésistible et héros invincible. Chaque interaction quotidienne, que ce soit une poignée de main avec un fan, une photo volée dans la rue ou une interview, était teintée d'attentes irréalistes. Bon n'était plus un simple personnage, c'était un masque que Connery était forcé de porter en permanence, effaçant peu à peu l'homme derrière l'icône. Pour échapper à ce stéréotype asphyxiant, Connery multiplia les choix audacieux, optant pour des films comme The Hill en 1965, où il incarnait un soldat subissant des punitions militaires brutales dans un camp de détention, ou Marnie d'Alfred Hitchcock en 1964, explorant des thèmes psychologiques complexes. Ces performances furent saluées par la critique pour leur profondeur et leur nuance, révélant un acteur capable de bien plus que des scènes d'action stylisées. Pourtant, malgré ses efforts, la perception publique restait figée. Quand les spectateurs voyaient Sean Connery à l'écran, ils voyaient inévitablement bon, quel que soit le rôle ou le contexte. Michael Ken, qui avait lui-même bataillé contre des étiquettes après des succès comme Alfie ou The Italian Job, où il était souvent réduit à l'image du cockney charmant et espiègle, comprenait cette frustration viscérale. Mais comme il le soulignait souvent dans leurs discussions, le fardeau de Connery était infiniment plus lourd, car Bond était devenu un phénomène culturel mondial, un archétype indélébile. Le monde ne se contentait pas de l'admirer, déclarait Ken. Il avait besoin qu'il reste bon à jamais. Et Sean? Il n'avait besoin que d'une chose, qu'on le laisse être humain, avec ses faiblesses, ses doutes et ses aspirations personnelles. Connery était profondément reconnaissant pour ce que le rôle lui avait apporté, la gloire instantanée, la fortune qui lui permit de sécuriser sa famille, et des opportunités inespérées pour un garçon d'Édimbourg. Mais Ken savait que cela avait un coût personnel immense, une perte d'identité, une impossibilité de vivre authentiquement, et une frustration croissante face à un talent sous-exploité.
Le retrait progressif de Connery d'Hollywood n'était pas motivé par de l'amertume gratuite, mais par une nécessité vitale, le besoin de reclin son humanité, loin des projecteurs qu'il avait à la fois élevés et emprisonnés. En observant son ami naviguer ces eaux troubles, Ken y vit non pas de la faiblesse, mais un courage exemplaire, le courage de tourner le dos à la gloire pour chercher une paix intérieure, un choix que peu osent faire dans ce milieu impitoyable. Au début des années 2000, Sean Connery était de plus en plus désabusé par une industrie qu'il avait autrefois embrassée avec passion, une Hollywood transformée par l'argent et les tendances éphémères. Michael Ken se souvient encore des confidences intimes de son ami lors de leurs appels transatlantiques ou de leurs rares rencontres, où Connery déversait ses frustrations accumulées. Le point de rupture définitif survint avec The League of Extraordinary Gentlemen, en 2003, un film ambitieux adapté d'une bande dessinée, mais miné dès le départ par un chaos de production infernale, des conflits constants entre le réalisateur Stephen Norrington et les acteurs, des réécritures de scripts frénétiques, et une dynamique toxique qui transformait chaque jour de tournage en bataille. Connery, qui avait toujours prospéré dans des environnements collaboratifs où le respect mutuel régnait, se sentit profondément trahi par un système qui priorisait les recettes au box-office sur l'art et l'humanité. Comme Ken le révèle aujourd'hui, Connery estimait que le cinéma avait irrémédiablement changé. La camaraderie des plateaux d'antan avait disparu, remplacée par des suites sans fin, des remakes sans âme, et une obsession pour les effets spéciaux au détriment des histoires profondes. Les propositions continuaient d'affluer, des millions pour un caméo dans un nouveau Bond, une apparition dans un autre Indiana Jones aux côtés de Harrison Ford, ou des rôles taillés sur mesure pour capitaliser sur sa légende. Mais Connery, fidèle à ses principes inébranlables, les refusa toutes, une par une. Il ne voulait pas être exhibé comme une relique du passé par pure nostalgie, explique Ken avec admiration. Il voulait être remembert pour la dignité et l'intégrité qu'il apportait à chaque rôle, pas comme une ombre fanée d'un temps révolu. Sa décision de prendre sa retraite définitive, de s'installer paisiblement aux Bahamas avec sa femme bien-aimée Micheline Roquebrune, de se consacrer à la peinture, une passion qu'il explorait avec talent, créant des toiles abstraites inspirées de ses voyages, de jouer au golf sur des parcours verdoyants, et de savourer les plaisirs simples comme des promenades au bord de la mer ou des lectures tranquilles, fut, selon Ken, le rôle le plus courageux et authentique de sa vie. Il choisit la paix intérieure plutôt que les applaudissements forcés, un choix rare dans un métier où l'ego et la visibilité dictent souvent les décisions. Cette retraite n'était pas une fuite, c'était une affirmation de soi, une façon de clore un chapitre sur ses termes, laissant derrière lui un héritage qui transcendait les écrans. Lorsque Sean Connery s'éteignit paisiblement dans son sommeil le 31 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, aux Bahamas, cela marqua bien plus que la fin d'une carrière légendaire. Pour Michael Ken, ce fut la perte dévastatrice d'un frère en tout sauf par le sang, un compagnon de route irremplaçable. Leur amitié avait duré près de 60 ans, un lien forgé non seulement sur les plateaux de tournage illuminés et les tapis rouges glamour, mais aussi dans ces moments discrets et invisibles qui définissent véritablement une connexion profonde. Des conversations privées tard dans la nuit, des épreuves partagées comme des maladies ou des controverses médiatiques, et une loyauté indéfectible qui les soutenait à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. Ken ressentit cette absence comme un vide abyssal, une douleur qui transcendait le deuil ordinaire. La mort de Connery ne représentait pas seulement la fermeture d'un chapitre personnel. C'était, comme il le formula avec émotion dans les interviews suivantes, la fin d'une époque entière, une ère où les stars étaient forgées par le talent pur, la résilience et une présence authentique, plutôt que par des campagnes marketing ou des algorithmes de réseaux sociaux. Dans ses entretiens poignants, Ken décrivit Connery comme le dernier des véritables géants du cinéma, un symbole d'un temps révolu où les acteurs bâtissaient leur réputation pierre par pierre, sans filtre ni artifice. Pour Ken, Connery incarnait l'authenticité absolue dans un monde de plus en plus artificiel et superficiel, où l'image prime sur la substance. Les souvenirs de leur dernière conversation restent doux amers pour Ken. Même si la santé de Connery déclinait progressivement au cours de ces dernières années, luttant contre l'emprise insidieuse et cruelle de la démence qui effaçait peu à peu ses souvenirs précieux, il subsistait encore des éclats sporadiques de l'homme vif, passionné et charismatique qu'il avait toujours été, ces moments où son rire tonitruant résonnait, ou où son accent écossais roulait avec force. Ken se rappelle avec tendresse comment Connery parlait avec une fierté inaltérable de sa famille. Son épouse adorée Micheline, avec qui il avait partagé près d'un demi-siècle d'amour et de complicité, traversant ensemble des tempêtes personnelles comme des divorces passés et des défis de santé. Son fils Jason, devenu acteur et producteur, portant l'héritage familial, et ses petits-enfants, qui illuminaient ses jours avec leur innocence et leur énergie. Connery évoquait aussi son amour viscéral et inaltérable pour l'Écosse, la terre de ses racines, avec ses collines verdoyantes, ses lochs mystiques et son histoire riche de lutte pour l'indépendance. Il exprimait son espoir fervent qu'un jour, son pays natal obtienne enfin cette souveraineté qu'il avait défendue toute sa vie, soutenant activement le Scottish National Party et utilisant sa voix pour amplifier les voix écossaises.
Dans ces dernières années, il avait trouvé une paix profonde dans la vie qu'il s'était construite loin du vacarme hollywoodien. Des journées rythmées par le golf, la peinture, et des moments de contemplation face à l'océan aux Bahamas, entourés de beauté naturelle et des plaisirs simples qui avaient toujours compté le plus pour cet homme aux origines modestes. Ce qui rendait leur amitié si rare et précieuse, comme Ken le réfléchit souvent dans ses mémoires et interviews, c'est qu'elle avait résisté à toutes les fractures qui brisent si fréquemment les liens entre célébrités. Pas de jalousie mesquine face au succès de l'autre, pas de rivalité pour les rôles ou les gros titres, pas de disputes publiques amplifiées par les tabloïds. Bien que les deux hommes aient connu un succès immense, avec des Oscars, des knightings par la reine, et des fortunes accumulées, aucun ne mesurait l'autre à l'aune des trophées ou des box-office. Ils se comprenaient d'une manière profonde et intuitive, celle réservée à ceux qui ont gravi les échelons depuis le bas de l'échelle sociale, connaissant la faim, le rejet et la persévérance. Dans les jours et les semaines suivant la disparition de Connery, les hommages affluèrent du monde entier, témoignant de l'impact universel de sa vie. Les autres acteurs qui avaient incarné George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig, saluèrent unanimement l'homme qui avait posé les fondations indélébiles du personnage, définissant pour toujours ce qu'était un espion charismatique. Catherine Zeta-Jones, qui avait partagé l'écran avec lui dans Entrapment en 1999, exprima son affection profonde pour cette mentor qui l'avait guidé avec gentillesse et professionnalisme. Nicolas Cage, son partenaire dans l'action paquet The Rock en 1996, parla de Connery comme de son plus grand maître en cinéma, louant sa générosité et son expertise. Barbara Broccoli, la gardienne vigilante de la franchise Bond, le remercia publiquement d'avoir non seulement révolutionné un personnage, mais d'avoir redéfini le concept même de héros au cinéma, en y injectant une virilité sophistiquée et une intelligence subtile. Tous ces témoignages faisaient écho à ce que Ken savait au plus profond de son cœur. Connery était bien plus qu'une star éphémère. Il était un homme de principes solides, farouchement loyal envers ceux qu'il aimait, inébranlable dans ses convictions politiques et sociales, et généreux d'esprit envers les nouveaux talents. Aujourd'hui, à 91 ans, Michael Ken regarde en arrière sur cette amitié avec une gratitude infinie, affirmant souvent que l'un des plus grands honneurs de sa vie a été de marcher aux côtés de Sean Connery, non seulement comme collègue ou costard à l'écran, mais comme un véritable ami, une famille choisie, un frère d'âme. La perte reste douloureuse, une cicatrice qui ne guérit jamais complètement, mais la gratitude pour une amitié que même la mort ne peut véritablement éteindre demeure l'héritage le plus précieux qui les unit pour toujours. Aujourd'hui, alors que Sir Michael Ken réfléchit avec sagesse et détermination à la vie de son plus cher ami, il parle avec une clarté remarquable de qui Sean Connery était vraiment, au-delà des apparences glamour. Au-delà des smokings impeccables et des Aston Martin rutilantes, au-delà du faste des tapis rouges et de la célébrité planétaire qui l'entourait, Ken insiste sur le fait que le plus grand héritage de Connery ne réside pas dans ses accomplissements cinématographiques impressionnants, bien qu'il soit légion, avec 7 films bons, un Oscar pour The Intouchable en 1987, et des rôles inoubliables dans The Hunt for Red October, Indiana Jones and The Last Crusade. Non, pour Ken, c'est dans son caractère d'homme que se trouve la véritable essence, un individu complexe, loyal jusqu'à l'os, et profondément attaché à des principes qui guidaient chaque aspect de sa vie. Dans les interviews données depuis la disparition de Connery, Ken s'est efforcé de dresser un portrait complet et nuancé, refusant les hagiographies simplistes pour honorer la complexité de son ami. Il reconnaît ouvertement que Connery avait ses défauts. Comme tout être humain, il pouvait être têtu, parfois réticent à faire évoluer des opinions forgées dans une autre époque, des vues qui se heurtaient aux normes changeantes de la société moderne. Par exemple, certains propos de Connery dans des interviews anciennes, notamment sur les rapports entre hommes et femmes, ont suscité des controverses intenses tout au long de sa carrière, ternissant par moments son image publique et provoquant des débats houleux sur le sexisme et l'évolution des mœurs. Mais pour Ken, ces failles ne définissaient pas l'homme dans sa totalité, elles étaient des ombres dans un tableau autrement lumineux. Au contraire, il souligne l'engagement constant et souvent discret de Connery pour des causes qui lui tenaient à cœur, des actions menées sans chercher les feux de la rampe ou les applaudissements médiatiques. Dès 1971, Connery cofonda le Scottish International Education Trust aux côtés de son ami, la légende des courses automobiles Sir Jackie Stewart, un fonds dédié à soutenir l'éducation et la culture écossaise. Il versa l'intégralité de son cachet d'$1 million pour Diamonds Are Forever à cette organisation, des ressources précieuses destinées à financer des bourses d'études pour des jeunes Écossais talentueux poursuivant des études supérieures, leur offrant les opportunités qu'il n'avait pas eues dans sa jeunesse. Connery fut aussi un précurseur ardent du mouvement pour la dévolution et l'indépendance écossaise, bien avant que ses idées ne deviennent mainstream. Il utilisa sa notoriété mondiale pour mettre en lumière les enjeux politiques de son pays natal, participant à des campagnes, donnant des interviews passionnées et soutenant financièrement des initiatives locales. En dehors de la politique, Connery était un mécène discret pour les jeunes talents artistiques. Il finança anonymement de nombreux acteurs en herbe,
peintres émergents et écrivains prometteurs, préférant offrir des opportunités sans éclat médiatique, simplement parce qu'ils croyaient en leur potentiel. Comme l'explique Ken avec une admiration évidente, la véritable force de Connery résidait dans son refus catégorique de laisser le monde le définir ou le modeler à son image. Que ce soit dans la peau de Bond ou dans sa vie personnelle, il imposait toujours ses propres règles. Il choisissait quand entrer en scène, quand s'exprimer avec force sur des sujets qui lui importaient, et quand se retirer dans une discrétion élégante. Son héritage, selon Ken, nous rappelle que l'intégrité et l'authenticité sont les véritables marques de la grandeur, des qualités qui transcendent les modes et les tendances éphémères. En rendant hommage à Connery de cette manière, Ken nous invite tous à réfléchir. Que signifie rester fidèle à soi-même dans un monde qui cherche constamment à nous façonner selon ses désirs, et c'est au-delà de ses réflexions profondes sur l'intégrité et l'authenticité de Sean. Michael Ken aime souvent partager des anecdotes plus légères et surprenantes sur la personnalité multifacette de son ami. Des aspects qui révèlent un homme bien plus nuancé que l'image publique ne le laissait supposer. Par exemple, peu de gens savent que Sean Connery, avant de devenir l'icône du grand écran, a failli embrasser une carrière complètement différente dans le monde du sport professionnel. Dans les années 1950, alors qu'il jouait au football pour l'équipe junior de Bonnyrigg Rose à Édimbourg, il attira l'attention du légendaire manager de Manchester United, Sir Matt Busby. Ce dernier lui offrit un essai et même un contrat de 25 livres par semaine, une somme considérable pour l'époque, surtout pour un jeune homme issu d'un milieu modeste. Mais Sean, déjà âgé de 23 ans, refusa poliment, expliquant qu'une carrière de footballeur risquait de s'arrêter net vers la trentaine, alors que l'acting offrait une longévité bien plus grande. Ken rit encore en racontant comment Sean lui confia plus tard. « J'aurais pu marquer des buts au Old Trafford, mais au lieu de ça, j'ai préféré chasser des espions à l'écran. » Cette décision audacieuse illustre parfaitement la clairvoyance de Connery, un trait que Ken admirait profondément, car elle montre comment Sean a toujours priorisé l'avenir sur les opportunités immédiates, une leçon qu'ils ont tous deux appliquée dans leurs carrières respectives. Un autre facet fascinant de la vie de Sean, que Ken évoque avec une pointe d'amusement, concerne ses tatouages, ces marques indélébiles qui racontent l'histoire d'un jeune rebelle écossais. À l'âge de 16 ans, juste après s'être enrôlé dans la Royal Navy, une période formatrice où il servit 3 ans avant d'être réformé pour son ulcère, Sean se fit tatouer « Scotland Forever » sur l'avant-bras, un hommage fervent à sa patrie qui reflétait déjà son nationalisme farouche. Il en avait un autre, « Mom and Dad », en hommage à ses parents, symbolisant les racines familiales qui l'ont ancré toute sa vie. Ken se souvient d'une conversation où Sean lui montra ses tatouages lors d'un dîner, expliquant comment il lui rappelait ses origines modestes au milieu du glamour hollywoodien. « Ces encres sont plus durables que n'importe quel contrat de film, » disait-il en riant. Ces détails personnels humanisent l'icône, montrant un homme attaché à ses valeurs, et Ken insiste sur le fait que ces tatouages étaient pour Sean des rappels constants de ne jamais oublier d'où il venait, même au sommet de la gloire. Mais la vie de Sean Connery n'était pas seulement faite de choix prudents. Elle regorgeait aussi d'aventures inattendues et parfois périlleuses, comme cette anecdote rocambolesque sur le tournage de Another Time, Another Place, en 1958, avec Lana Turner. À l'époque, Turner était en couple avec le gangster Johnny Stompanato, un associé notoire de Mickey Cohen, le parrain de la mafia de Los Angeles. Jaloux des rumeurs de romance entre Sean et Lana, rumeurs infondées. Selon Ken, Stompanato débarqua sur le plateau et menaça Connery avec un pistolet, lui ordonnant de quitter la ville. Sean, avec son tempérament d'ancien marin et de bagarreur de rue, désarma calmement l'agresseur et le chassa, mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Stompanato continua à harceler Sean, le forçant à fuir temporairement Londres pour éviter une confrontation plus violente. Tragiquement, peu après, la fille de Turner, Cheryl Crane, tua Stompanato en légitime défense lors d'une dispute domestique. Ken, qui a entendu cette histoire directement de Sean des années plus tard, la raconte comme un épisode digne d'un film noir. Sean n'avait pas besoin de jouer les durs à l'écran. Il l'était dans la vraie vie. Cette péripétie met en lumière le courage physique de Connery, forgé dans ses jeunes années, où il était connu comme un bagarreur redouté dans les rues d'Édimbourg, une facette brute qui contrastait avec son image sophistiquée de Bond. En parlant de sa formation physique, Ken révèle souvent comment le culturisme n'était pas seulement un hobby pour Sean, mais une véritable porte d'entrée vers le show business. Après son retour de la Navy, Sean se plongea intensément dans le bodybuilding, participant non seulement à Monsieur Univers en 1953, où il termina 3e dans la catégorie junior, malgré des débats sur le classement exact, mais aussi en posant comme modèle nu pour les étudiants de l'Edinburgh College of Art. Gagnant à peine 6 à 8 pence de l'heure, il posait aux côtés d'autres modèles, y compris une jeune femme attirante et un vieil homme, dans des sessions qui duraient des heures. Ken s'amuse de cette période. Imaginez le futur James Bond, posant nu pour des artistes en herbe. C'est là qu'il a appris la patience et la confiance en son corps. Ces expériences l'ont non seulement aidé financièrement,
mais ont aussi affiné sa présence scénique, une qualité qui transparaissait dans ses rôles. De plus, Sean suivit des cours de danse pendant 11 ans sous la tutelle du chorégraphe suédois Yat Malmgren, ce qui lui donna une grâce inattendue pour un homme de sa stature. Ken mentionne comment cette formation en danse influença subtilement les mouvements de Sean dans les scènes d'action de Bond, ajoutant une fluidité élégante qui le distinguait des autres acteurs. Parmi les regrets et les choix audacieux de Sean, Ken parle souvent des rôles qu'il a refusés, des décisions qui ont marqué sa carrière par leur indépendance d'esprit. Par exemple, il déclina le rôle de Gandalf dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, affirmant qu'il n'avait pas compris les romans ni le script, et qu'il n'était pas enthousiaste à l'idée de passer 18 mois en Nouvelle-Zélande. On murmure qu'on lui offrit 30 millions de dollars plus 15% des recettes au box-office, une somme astronomique qui aurait pu le rendre encore plus riche, vu le succès phénoménal des films. De même, il refusa le rôle de l'architecte dans The Matrix Reloaded et Révolution, et même une apparition en tant que Henry Jones Sr. dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, estimant que le personnage n'était pas assez développé et suggérant même de le tuer hors écran. Ken admire cette sélectivité. Sean n'acceptait pas n'importe quoi pour l'argent. Il voulait des rôles qui le challengent, pas des caméos nostalgiques. Une autre opportunité manquée fut le rôle du roi Edward dans Braveheart, qu'il déclina car il était occupé sur Juste Cause, laissant la place à Patrick McGowan. Ces refus montrent un homme maître de sa destinée, refusant de se laisser dicter par Hollywood. Ken n'hésite pas non plus à partager des moments plus intimes et humoristiques de leur amitié, comme cette fois où Sean fut arrêté pour excès de vitesse par un policier nommé Sergent James Bond. C'était dans les années 1960, au pic de sa gloire comme 007, et Sean en rit encore des années plus tard avec Ken, disant que c'était comme si la vie imitait l'art. Ou encore, pendant ses années de laitier, Sean livrait du lait à Fête College à Édimbourg, l'école exacte où James Bond est censé avoir étudié dans les romans de Ian Fleming, après son expulsion d'Eton. Une coïncidence qui amusait Sean, qui se demandait si Fleming l'avait su. Ces petites histoires, selon Ken, révèlent l'humour autodérisoire de Sean, un trait qui les a rapprochés. Sur les plateaux, Sean avait l'habitude de chanter entre les prises pour détendre l'atmosphère, des reprises improbables comme une version big band de Hot Stuff de Donna Summer, comme le raconta Nicolas Cage sur The Rock. Ken confirme. Sean avait une voix chaude et un sens du rythme qui surprenait tout le monde. C'était sa façon de garder l'équipe motivée. Enfin, au-delà de son nationalisme écossais bien connu, Sean démontra une générosité discrète qui touchait Ken profondément. Par exemple, il versa intégralement son salaire de 250 000 $ pour son caméo en tant que roi Richard dans Robin des Bois, Prince des voleurs à des œuvres caritatives, sans fanfare médiatique. Sa compagnie de production, Fountainbridge Film, nommée d'après le quartier de son enfance à Édimbourg, soutenait souvent des projets locaux. Et en 1991, il reçut la Freedom of the City of Edinburgh, une distinction honorifique qui le rendit fier comme un enfant. Ken se souvient de la cérémonie. Sean était ému aux larmes. Pour lui, c'était plus précieux qu'un Oscar. Ses actes de générosité, combinés à son refus de compromettre ses principes, comme son film Bond préféré, From Russia with Love, qu'il chérissait pour son intrigue serrée, peignent un portrait d'un homme dont la grandeur résidait autant dans ses actions privées que dans ses triomphes publics. À travers ces révélations, Ken nous rappelle que Sean Connery n'était pas seulement une légende du cinéma, mais un être humain riche en surprises, dont chaque facette continue d'inspirer. Avez-vous un film préféré de Sean Connery en dehors de son rôle emblématique de James Bond? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de savoir quelle performance vous a le plus marqué, que ce soit son rôle poignant dans The Hill, son charisme dans The Intouchable ou autre chose. Et si vous avez aimé ce regard approfondi sur sa vie et son amitié indéfectible avec Michael Caine, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les plus grandes légendes du cinéma. Qui sait, peut-être que la prochaine vidéo explorera une autre bromance hollywoodienne qui vous surprendra.